Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle VOD des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. J'espère que tu vas bien, nous sommes le mercredi 22 octobre 2025 et donc encore une fois 11 députés vont poser des questions au gouvernement qui va devoir leur répondre. Si YouTube tu souhaites m'encourager dans mon travail, le meilleur moyen de le faire c'est de liker cette VOD et aussi de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater la suite des questions d'actualité. Donc on va faire, comme d'habitude, on commence par l'Assemblée nationale qui va s'ouvrir d'ici quelques minutes. On a l'habitude maintenant que ça a repris. Et puis tout à l'heure, vous ce sera une autre VOD, mais tout à l'heure ce sera donc le Sénat et ce sera la grande rentrée du Sénat. Et je vais enfin pouvoir vous montrer un petit peu tout le bricolage que j'ai fait pendant l'été pour préparer les QAG côté Sénat pour les rendre plus sympathiques à regarder. Et voilà, et on pourra découvrir ça d'ici quelques instants. Nous sommes donc dans l'attente de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui, comme d'habitude, va ouvrir les questions d'actualité au gouvernement. Nous, on préchote que ça va parler Nouvelle-Calédonie, que ça va parler budget, peut-être un petit peu justice et Sarkozy, certainement le Louvre. Et qu'est-ce qu'on avait dit d'autre ? Je sais plus. On verra bien. Voilà. De toute façon, l'ouverture de la séance est imminente. Accrochez-vous à ce que vous pouvez. Ça va être parti donc pour 11 questions et 11 réponses avec les députés de l'Assemblée nationale. Bonjour Bazar. Et bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Voilà. Il y a même Yaël Braun-Pivet qui nous rejoint. Voilà, c'est bon. C'est bon. Tout le monde est là. On peut y aller. On y va. Alors attendez, parce que oui, je prépare aussi ma liste de questions. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Abonnez-vous. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Voilà, c'est là que je vais pouvoir faire. La première va être posée par Monsieur Belkir Belhaddad pour le groupe socialiste. Les socialistes qui ouvrent cette séance de QAG. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre chargé de l'Industrie. J'associe à cette question mes collègues Estelle Mercier, Pierrick Courbon et Julien Gauquel. Novasco, ex-Ascométal, est en redressement judiciaire pour la 4e fois en 11 ans. C'est une succession de règlements judiciaires avec des actionnaires défaillants. Il était auparavant du bloc central et il a rejoint le groupe socialiste. Implanté en Moselle, à Agondange, à Custine, à Mortaix-Moselle, à Saint-Étienne, dans la Loire et à Dunkerque dans le Nord, et ses plus de 700 emplois directs sont aujourd'hui menacés. La raison, le fonds d'investissement britannique Greybull, qui a repris Novasco en juillet 2024 avec le soutien de l'État, n'a pas rempli ses engagements en investissant qu'1,5 million d'euros sur les 90 millions promis. Il y a urgence, Monsieur le Ministre. Notre pays a déjà trop souffert de la désindustrialisation, et en particulier sur nos territoires. Nous ne pouvons pas abandonner Novasco et ses salariés à leur sort, eux qui sont dans l'attente d'un repreneur solide et dont l'avenir sera tranché le 31 octobre prochain. Novasco reste, malgré la situation actuelle, reconnu par ses clients pour la qualité de ses produits, l'expertise de ses salariés et fut un temps considéré comme un fleuron européen en matière d'innovation et de recherche. Il en va de la souveraineté industrielle de la France. À ce jour, des offres de reprise sont au nombre de 3 et ont besoin d'être accompagnées et soutenues. Les collectivités territoriales sont pleinement engagées sur ce dossier stratégique. Aujourd'hui, j'en appelle à vous, Monsieur le Ministre, pour que l'État puisse, de manière résolue et déterminée, trouver les conditions d'une reprise solide et préserver les capacités industrielles de nos territoires dans l'intérêt de notre pays. Quels engagements allez-vous prendre pour rassurer les salariés, accompagner les repreneurs potentiels et permettre une reprise de l'ensemble des sites? Je vous remercie. Merci beaucoup, voilà la question du député socialiste. La parole est à Monsieur Sébastien Martin, ministre en charge de l'Industrie. Ah, et donc Laurent Saint-Martin, le nouveau ministre de l'Industrie, qui va répondre. Monsieur le député Belhaddad, d'abord je veux vous dire que moi-même étant élu d'un territoire Sébastien Martin, qui a subi confondu par le passé des accidents, je mesure l'inquiétude et l'angoisse à la fois des salariés et des élus locaux et des parlementaires de ce département. Sur le dossier Novasco, et particulièrement sur le site d'Agondange, qui est une aciérie électrique décarbonée, où il y a encore 450 salariés. Vous l'avez dit, monsieur le député, l'État a tenu parole. L'État a été présent. L'État pour mobiliser des moyens financiers, 85 millions d'euros, un peu de retard. Et pour accompagner tout projet de repreneurs potentiels sur le site. Je vous dis, j'ai du mal à retenir les noms des Pokémon ministres. Le fonds d'investissement, lui, n'a pas tenu ses paroles.
1,5 million d'euros. On est très loin des chiffres qui avaient été annoncés par l'investisseur. Alors le 25 septembre, des offres améliorées, comme vous l'avez dit, ont été déposées. Et parmi celles-ci, certaines prévoient la reprise du site d'Agondange. Nous sommes extrêmement attentifs, extrêmement vigilants pour pouvoir accompagner au mieux ces projets et dans l'intérêt de votre territoire. Et je veux vous dire à travers votre question aussi, monsieur le député, que vraiment l'urgence est là. Sur l'acier, la France a obtenu de la Commission européenne que des quotas d'importation puissent être mis en place. Ils doivent maintenant être mis en place très rapidement et cela devra venir être complété du principe de la préférence européenne que la France défend au niveau de la Commission européenne pour protéger notre industrie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Hubert Brigand pour le groupe Droite républicaine. Donc à chaque fois, pour les députés et le gouvernement, c'est 2 minutes de temps de réponse. Et s'il vous reste du temps, vous pouvez répondre une fois. Non pas du déménagement du territoire. Ça, oh là là. À monsieur le ministre de l'anti-ruralité. Oh là 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 là, cette blague. Là, monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas fait de bonne pioche. Madame la ministre, vous êtes la reine des suppressions de communes, la reine des communes nouvelles, la reine de Rennes, RE2NES. C'est pas ministre de l'aménagement du territoire, mais du déménagement du territoire. Bref, c'est une blague de droite. De la ruralité. Et pour arriver à vos fins sur la loi... Ah bah je vais pas me présenter au Sénat, je vais me présenter en région en fait. Vous avez utilisé ici même un tour de passe-passe. Le premier tour ne convenait pas, vous avez réussi à faire en sorte qu'il y ait un deuxième tour qui vous soit plus favorable. Voilà, cet acharnement, ça a déclenché finalement de la rage en milieu rural. Il y a un mécontentement général. Alors, monsieur le ministre de l'anti-ruralité, président des communes rurales, a cautionné cette action. Eh bien, il s'est mis en... On rappelle que c'est le ministre qui a découvert qu'il était nommé à la télé. À mon avis, me semble très compromis. Et dans tout ça, la démocratie, une seule liste dans les 3/4 des communes, on n'aura plus le droit de rayer, on n'aura plus le droit de rajouter, une seule liste, on n'a pas le choix. Comme dans la dictature. Dans la dictature, c'est comme ça. Eh ben oui, c'est comme ça. Voilà, alors imaginez un peu le désespoir, on va compter les suffrages exprimés. Et les problèmes commencent. Si, c'est Françoise Gatel, ouais. Mais il parlait d'un autre ministre de la ruralité. Ce n'est pas votre tandem ici, c'est moi. 135 km du nord au sud, 342 communes, dont 332 communes de moins de 1000 habitants. Comment on fait maintenant? Comment on va s'en sortir maintenant que la crise est dans les territoires ruraux? Je vous écoute pour votre réponse. Ah, je pensais qu'il disait « je vous ai compris ». Merci beaucoup, monsieur le député. J'ai pas trop compris Françoise Gatel, où est-ce qu'il voulait en venir. En charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Monsieur le député Brigand, je vous remercie très sincèrement de votre question. Bah oui, très sincèrement. Qui me permet de répondre à vos interrogations. Juste pour vous dire que je suis née dans un village de 600 habitants et que j'ai depuis un an, je me suis déplacée dans 48 départements où à chaque fois nous avons parlé de cette proposition de loi qui est un projet, proposition de loi issue de l'Assemblée. De quoi parlons-nous? Doucement, Kefta, doucement. Monsieur le député? Nous parlons de la nécessité d'avoir pour chaque commune de France un projet et une équipe. Je vous renvoie à l'étude du avertissement, voilà. Qui démontre que les plus grandes on ne juge pas ni le physique, on ne juge pas les gens. Communes au sein de leurs conseils municipaux parce qu'ils sont parfois seuls à défendre les choses et qu'aujourd'hui le panachage, c'est ce qu'on appelle chez moi dans la ruralité le tir au pigeon et ailleurs le bal-trap. Et que, je veux le dire, monsieur le député, alors, time out, gouvernateur. a été soutenu en conscience par les deux associations de maires c'est trop de tard France, pour Sarko. Et que nous avons ensemble, ici au Sénat, amélioré les conditions, puisque nous avons créé la possibilité de conseils municipaux incomplets jusqu'à 1000, et que, monsieur le député, vous comme moi, dans nos communes, nous connaissons des milliers de femmes qui sont extrêmement engagées dans la vie associative et la vie communale et qu'aujourd'hui on leur donne une chance de le faire. Et nous le ferons aussi grâce au statut de l'élu que le Premier ministre soutient. Monsieur le député, qui est en discussion au Sénat actuellement. En 2013, le Parlement a voté le scrutin de liste pour les communes de 1000 habitants. Nous étions tous effrayés. Aujourd'hui, pas une seule de ces communes ne reviendrait au panachage. Je pense que nous avons collectivement œuvré pour la démocratie. Je vous remercie.
Bon bah voilà, beaucoup, temps de Madame parole la ministre, épuisé. Monsieur le député. Bon, est-il convaincu? Écoutez, Madame la ministre, c'est pas moi que vous allez faire les leçons du monde rural. Non, je crois qu'on n'est pas dans le même monde. Hein. Vous vivez dans les ministères, moi je vis dans des communes de 40 habitants. 332 communes. Je vous remercie, monsieur Ah oui, le d'accord, député. donc la petite attaque personnelle pour finir, Monsieur d'accord. Charles Fournier pour le groupe écologiste. Ah, ça va être beau aujourd'hui. Hein. Accrochez-vous. Merci, Les écologistes, la présidente, maintenant. mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à la ministre en charge de la vie associative. Je voudrais d'abord rendre un hommage aux 20 millions de bénévoles et aux associations dans notre pays qui permettent de tenir debout ce pays, qui font vivre la solidarité, la culture, le sport ou l'écologie. Elles Bravo sont à notre vous. richesse, elles créent aussi de la valeur trop peu considérée. Et aujourd'hui, les associations vous le disent, par une mobilisation historique, ça ne tient plus. La crise est sans précédent. Baisse Le des monde financements, associatif est à mise bout, en hein. concurrence de la commande publique, précarité croissante alors que les besoins ne font qu'augmenter. C'est un véritable plan social à bas bruit qui s'organise. Et pourtant, les associations sont les dernières présentes dans nos territoires ruraux ou dans les quartiers populaires quand l'économie conventionnelle s'en désintéresse. Ça ne tient plus de faire plus avec moins. Ça ne tient plus pour les clubs sportifs qui ne peuvent plus payer le quart pour les matchs le samedi. Ça ne tient plus pour les établissements d'accueil des enfants en situation de handicap qui n'ont plus assez d'accompagnants. Ça ne tient plus pour les associations de solidarité qui n'arrivent plus à assurer ne serait-ce qu'un repas par jour pour celles et ceux qui dorment dehors. Et ça ne tient plus pour les associations féministes qui ne peuvent plus accompagner un nombre grandissant de femmes victimes de violences. Mais ça ne peut pas non plus tenir quand des associations défendant des projets jugés trop militants sont censurés dans leur financement. Une atteinte de plus aux libertés associatives. En vrai, je vous le dis, c'est le pays qui ne tiendrait pas sans les associations. Alors l'avenir serait sombre pour la justice sociale, pour la vitalité démocratique, pour l'écologie et même pour l'économie de proximité. Alors Madame la Ministre, comment comptez-vous répondre aux cris d'alerte des associations? Considérez-vous comme la droite et l'extrême droite que les associations j'ai raté trop le de contre-champ. soutien et qu'elles sont même une concurrence déloyale pour le sacro-saint marché? Et est-il vrai que vous donnez des consignes au préfet pour inspecter la liste des associations demandant des financements au FDVA en vue de les exclure Quoi celles jugées trop militantes? Oh la vache. Ah oui, Monsieur le d'accord. député, la parole est à Question Madame très intéressante pour le coup. Marina Ferrari, ministre en charge du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alors, Fournier. Vas-y, réponds un peu à Permettez-moi tout ça. d'abord, Monsieur le député, de vous remercier pour l'hommage que vous adressez au monde associatif, à toutes ces femmes et ces hommes qui font vivre nos territoires. Vous avez raison, Flatteur. Monsieur le député, sans ces bénévoles, la France n'aurait pas le même visage. Donc merci pour cet hommage. Monsieur le député, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui... Donc voilà, mais derrière, ça coupe dans la vie réalité association, de la vie dans la vie en France est associative, hein. compliquée. En témoigne Merci à vous, hein. l'annonce Tac, faite tout coupé en deux. dernièrement par le Secours catholique sur un plan de licenciement. Toutefois, cela appelle un constat que nous ne pouvons pas nier aujourd'hui, que je me dois de rappeler. Depuis 2019, Rue Naché. Monsieur le député, les dépenses de l'État en faveur des associations ont augmenté de 44% et les réductions fiscales de 39%. Ce qui ne veut pas dire aujourd'hui que nous devons nous arrêter à ce stade. Je tenais à vous rappeler, Monsieur le député, puisque vous êtes en pleine discussion budgétaire, que vous avez vu Sans que dans déconner. le projet de budget qui vous est soumis actuellement à discussion, les mesures de défiscalisation en faveur de nos associations n'ont pas été bougées. C'était un souhait de la part de l'exécutif. D'autre part, vous l'avez remarqué, il y a une défiscalisation très importante. ils sont pas contents, les avec un effort écologistes. qui était extrêmement attendu sur le Coluche pour porter le plafond à 2 000 € au lieu de 1 000 comme c'est le cas aujourd'hui. Et je crois que c'était à souligner en attendant bien évidemment que la discussion budgétaire puisse se terminer sur le sujet. Enfin, monsieur le député, vous m'interpellez sur cette question polémique au sujet du FDVA. Vous êtes membre, je crois, de la commission FDVA. J'en étais membre jusqu'il y a quelques semaines. Pour ma part, je n'ai jamais observé ce genre de comportement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Attention, hein, parce que Madame maintenant, elle l'a la dit, hein, c'est sa ministre. parole qui La l'engage. hein. parole est à présent à Monsieur Philippe. Ah, il avait plus de temps de Latombe parole. pour le Ah, j'avais groupe pas vu. démocrate. Merci, Ouais, Madame la bah, Présidente. effectivement, c'est ce que je Ma me question disais, s'adresse à Max, Monsieur aussi. le Ouais. ministre de l'Industrie. Alors, EDF envisage les de faire démocrates. rentrer au capital de sa filiale, Exaion, à hauteur de 64 puis de 75%, une société américaine, Mara Holdings. En d'autres termes, de rendre très largement majoritaire une entreprise soumise à l'extraterritorialité du droit américain au sein d'un groupe public censé veiller à notre souveraineté. Les sujets d'inquiétude sont donc nombreux. De souveraineté numérique d'abord, les activités de calcul haute performance sur le cloud impliquent le traitement de données sensibles. De souveraineté financière ensuite.
L'activité de crypto-monnaie d'Exaion représente une alternative permettant d'opérer des systèmes de paiement de façon indépendante. Il n'est donc pas concevable que ces capacités soient contrôlées par Mara, ce qui équivaudrait pour la France à céder un levier financier stratégique et géopolitique à un acteur américain dans un contexte actuel de guerre monétaire. De souveraineté énergétique enfin, les centres de données flexibles présentent l'avantage d'adapter leur consommation en temps réel. Ce rôle de consommateur modulable en fait un outil critique de stabilisation et de régulation du réseau électrique et permet d'éviter que la stabilité de tout notre système électrique ne soit mise en danger lorsqu'en cas de surplus de production, éoliennes et panneaux solaires sont débranchés brutalement, comme lors des pannes qu'a connues l'Espagne dernièrement. Il est donc inconcevable d'abandonner à un acteur... Attends, il tire sur la prise des éoliennes et des panneaux solaires. À tous ces risques déjà clairement signalés votre prédécesseur par des députés et des sénateurs de... C'est vraiment ce que j'ai entendu là, concrètement? Un financier lui aussi discutable, passé avec une société à réputation controversée. Une opération qui ne contribuera même pas à améliorer significativement les finances d'EDF. Envisagez-vous, monsieur le ministre, de vous y opposer? Je vous remercie. Donc Merci c'était beaucoup, monsieur le député. Philippe Latombe, La parole est à du groupe des monsieur députés de François Sébastien Bayrou. Martin, ministre en charge de l'industrie. Sébastien Martin, Merci, le Madame la retour. Présidente, Mesdames et Cette Messieurs fois, je ne les le députés, confonds pas. Monsieur le député Philippe Latombe, vous m'interpellez sur le sujet d'Exaion, comme vous l'avez indiqué, qui était aujourd'hui une filiale d'EDF et qu'EDF a prévu d'ouvrir de manière plus importante son capital. Il s'agit d'une activité de service de calculateur haute performance et servir d'infrastructure blockchain. Je veux rappeler que cette société ne fait pas ce qu'on appelle du minage de Bitcoin. Ah bah il devrait pourtant. C'est quand même extrêmement stratégique Et énergivore. sur le sujet que vous soulevez. Il devrait, parce qu'avec les capacités nucléaires de la France, la conception de data centers miniaturisés, tu peux miner du Bitcoin. Hein. Pour l'intelligence artificielle. Mais vous avez raison, nous devons être attentifs et extrêmement vigilants. Et d'ailleurs, à ce sujet, une procédure dite IEF, c'est-à-dire pour les investissements étrangers en France, est lancée. Nous sommes d'ailleurs passés ces dernières années d'une centaine de procédures à 400 pour être beaucoup plus réactifs. Et une analyse sur la sensibilité des données utilisées par Exaion est engagée. Et comme vous le soulignez, ça sera sur cette base-là, sur les éléments qui seront fournis, que le ministre de l'économie et des Finances pourra prendre une décision sur ce projet. Roland Lescure, salut les jeunes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député, non. La parole est à présent à madame Estelle Youssoufa pour le groupe IOT. Merci. Liberté, indépendant, outre-mer et territoire. S'adresse à madame Naïma Mouchou, ministre des Outre-mer. Ah bah oui. Le 11 août, le Parlement a adopté une loi de programmation de 4 milliards d'euros d'investissement pour reconstruire Mayotte. Ah bah oui. Une loi de programmation forte, en écho au soutien de la nation solidaire de Mayotte, détruite à 90% par le cyclone Chido. Depuis décembre, l'État s'est déployé pour les secours et l'urgence, mais la reconstruction, elle, n'a pas commencé. Depuis le début de l'année, les crédits de paiement pour Mayotte atteignent péniblement 25 millions d'euros seulement. Mayotte qui n'a toujours rien sur vu 4 milliards. bidonville grossir, les migrants continuer à débarquer en masse, les violences reprendre et la crise économique Je crois que t'es bon, Stéphane. faute de paiement des travaux d'urgence. Mayotte qui n'a toujours pas d'eau au robinet, certains de nos enseignants ne sont pas payés depuis des mois et l'hôpital tient à peine par miracle. Mayotte qui manque cruellement de fonctionnaires pour engager les dossiers vitaux. Très peu de familles et d'entreprises ont été dédommagées par les assurances à ce jour. Très peu ont eu accès aux prêts à taux zéro pour payer leurs travaux. Le budget doit financer le cap financé par la loi de programmation Mayotte. 4 milliards d'euros promis, mais seulement 365 millions d'euros de crédits éparpillés dans le budget initial que vous avez déposé. Où est la ligne budgétaire unique spéciale Mayotte promise par le président de la République pour garantir la dépense, l'efficacité et la lisibilité de chaque euro engagé? Mayotte a besoin d'au moins 1 milliard d'euros l'an prochain pour lancer un signal fort aux acteurs économiques et mobiliser les ministères pour enfin lancer la reconstruction. Nous connaissons les difficultés budgétaires, les aléas parlementaires et les recours légaux qui s'offrent au gouvernement. Madame la ministre, allez-vous cesser les économies sur ce territoire qui est le plus pauvre de France et enfin acter l'augmentation vitale des crédits alloués à Mayotte? Allez-vous, Madame la ministre, déposer au Conseil d'État une lettre rectificative au PLF pour garantir au moins 1 milliard d'euros pour la reconstruction de Mayotte? Je vous remercie. Courage aux Mahoraises et aux Mahorais. Hein. La parole est à madame Naïma. La situation n'a pas bougé depuis bientôt 1 an, quoi. 1 an, quoi. Allez, Naïma Mouchou, ça fait bizarre de l'avoir ministre. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Youssoufa,
Je voudrais d'abord saluer votre engagement constant pour les Mahoraises et les Mahorais. Le mot important, c'est Je presque. connais bien pour ce territoire éprouvé. C'est vrai, je veux dire que d'abord ce chantier de la reconstruction, il est, vous le savez, une grande priorité pour le gouvernement. Il est donc une priorité Une de plus. pour moi. Je le dis sans triomphalisme parce que vous l'avez dit, le territoire est en difficulté et beaucoup reste à faire. Néanmoins, vous le savez aussi, ce sont 4 milliards d'euros aujourd'hui qui sont programmés sur 6 ans, 2025 à 2031. Et bien évidemment, tout cela sera étalé en fonction de la nature même des projets. Vous avez évoqué la somme de 365 millions d'euros. Je peux vous dire qu'avec le FSUE, la mission Outre-mer pour Mayotte est portée à 380 millions d'euros. Et il faudra y ajouter l'ensemble des autres crédits des autres ministères. Et d'ailleurs, avec la ministre des Comptes publics, nous serons extrêmement vigilants pour que chacun des portefeuilles ministériels puisse engager ces crédits. Je vous donne quelques exemples. 131 millions d'euros pour les constructions scolaires du second degré, 20 millions d'euros pour lancer le projet du nouvel aéroport. Je sais que vous y C'est vrai? Vous avez évoqué votre attention pour Où que ça? les crédits qui soient Chez Hugo soient sanctuarisés au bénéfice de Mayotte. Vous avez raison. Ça, c'est une donnée importante. C'est aussi l'objectif du gouvernement. Nous avons mis à l'étude un certain nombre d'outils budgétaires, y compris la ligne de crédit que vous appelez de vos voeux. Elle est également ma priorité. Nous sommes en train de regarder et je reviendrai vers vous assez rapidement. Vache. Je vais ajouter deux choses. D'abord, vous le savez, la loi de refondation prévoit la remise au Parlement d'une programmation annuelle des investissements avant même la fin de l'année. Il va y avoir un comité de suivi qui sera mis en place. Vous en ferez partie, Madame la députée, les parlementaires mahorais, des élus locaux, ce qui permettra d'avoir un suivi très attentif des engagements justement qui sont dédiés. Engagez-vous. Vous voyez, les conditions sont réunies pour que nous puissions ensemble tenir la promesse à l'égard des Mahorais et des Mahoraises. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent Elle a plus de temps de Madame parole. Anne-Cécile Violent pour le groupe Horizon. Horizon, les députés d'Édouard Philippe maintenant. Merci, Madame Alors, la Fifi, est-ce qu'il appelle toujours la démission d'Emmanuel Macron? Après la servilité mortifère du patron du BHV qui accueille Chine dans un de nos emblèmes patrimoniaux de la mode française, il est des annonces qu'on ne peut passer sous silence. La révélation d'un protocole d'accord entre la Poste et la plateforme Timus soulève de graves interrogations sur la cohérence de cette collaboration avec les engagements de la France en matière de souveraineté industrielle, de transition écologique, alors même que la directive sur le devoir de vigilance est à l'ordre du jour de l'Union européenne. Un jour, je raiderai Naïma Mouchou. Un jour. La surconsommation et l'explosion des déchets, augmentation des pollutions et de l'empreinte carbone, absence de transparence des conditions de production, augmentation de l'impact environnemental, sanitaire et social, concurrence déloyale, destruction des emplois et du savoir-faire de l'industrie française et de notre artisanat. Tels sont les modèles des mastodontes de cette surconsommation ultra-éphémère. Moi aussi, je m'en souviens pas. Sous couvert d'un greenwashing souvent démontré, voire réprimé. Face à cela, la France ne peut rester silencieuse. Ce partenariat conclu entre la Poste et Timu favorise le type de modèle économique de dumping social et environnemental au détriment des entreprises françaises et même européennes, devant répondre à des normes strictes. La France ne peut être l'otage de ces pratiques et cautionner l'activité de ces fossoyeurs, de nos centres-villes, de notre industrie textile et de la disparition de nos savoir-faire. La France ne peut et ne doit cautionner directement ou indirectement des pratiques qui aggravent la crise climatique et sanitaire au risque de devenir complice de comportements qualifiables de criminels pour notre économie, notre environnement et notre santé. Stop à ce modèle de fast consommation toxique. Aussi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous préciser quelles garanties la Poste et le gouvernement ont obtenu de Timus sur le respect des normes environnementales, sanitaires et sociales européennes? Comment seront-ils contrôlés? Comment justifier le soutien public à un acteur qui contribue à la destruction de l'industrie française et à l'aggravation de la crise environnementale? Comment comptez-vous empêcher que nos acteurs publics ne deviennent que des relais de modèles économiques de prédateurs? Je vous remercie. C'est étrange sa question, hein, parce que Timus et de la merde, la Poste ne devrait pas s'allier. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que ça se fasse bien? Elle est bizarre la question. Commerce de l'artisanat. Madame, j'ai pas écouté le nom du ministre. Merci, Madame la députée. De toute façon, on va voir le petit liseré. Merci, pardon. Dans le doute, il faut chercher à droite. Merci de votre question, parce que ce que vous pointez... Serge Papin. Ah oui, c'est vrai, Papin. De mon ministère, à savoir la défense du commerce de centre-ville. Vous l'avez rappelé, la Poste a annoncé la semaine dernière la signature d'un accord cadre avec un des géants chinois qui nous inonde de produits. Le Parlement a validé hier la nomination de Marie-Ange Debon à la tête de la Poste.
Je laisserai le soin à mon collègue Pape 1, Pape 2, Pape 3. D'examiner avec elle le Paptimus. contenu de cet accord, puisqu'il en a la tutelle. Pour ma part, je ne vais pas vous cacher ma déception et mon étonnement. En effet, il faut regarder le contexte, vous l'avez signalé. Moi il y a aussi. à peu près en tendance 15% Moi aussi. des magasins en centre-ville qui sont fermés. Et donc, ces plateformes, vous avez utilisé le mot, c'est le mot juste, elles font du dumping. Elles ne respectent pas nos normes et elles n'ont que faire de nos ambitions écologiques. Donc on va les laisser Je voudrais faire. faire comprendre à cette assemblée... Je vous spoil la réponse. les Hein. députés éco- Elles ne respectent pas les règles, donc on va les laisser faire. Nous sommes attaqués. Il faut nous défendre parce qu'autrement, on va en payer tous ensemble le prix dans quelques temps. Voilà, notre économie est en danger avec tout ça. Alors pour l'heure, qu'allons-nous faire? Écoutez, on va activer Rien. déjà la taxe. Bonjour Déborah. La taxe sur les petits colis de 2 € Ouh. produit Ouh. est activée de suite. Évidemment, on se bat aussi pour que cette taxe soit européenne, ce qui sera... Et la DGCCRF est mobilisée pour faire des contrôles, regarder, faire des prélèvements. J'ai vu la directrice générale de la DGCCRF hier et nous allons nous mobiliser. Merci tous pour les ensemble anecdotes, pour c'est nous doux. défendre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent, Monsieur Emmanuel Tjibaou pour le groupe GDR. Ah, la gauche démocrate et républicaine, les communistes et les ultramarins. Merci Madame la Présidente. Et normalement, ça devrait parler de Nouvelle-Calédonie. Madame la ministre des Outre-mer. Chers collègues, la question c'est sur les perspectives de discussion institutionnelle de sortie de l'accord de Nouméa. C'est le sujet qui arrive après cette session. Je prends la parole ici en tant que signataire du projet d'accord de Bougival de juillet dernier pour le compte du FLNKS, Mouvement de Libération. Votre prédécesseur nous avait indiqué lors de la signature qu'il serait ratifié à Nouméa avec le président de la République et le Premier ministre et l'ensemble des parties prenantes. Le mois suivant, après le retour de chacune des structures et Alors je crois qu'il y a une histoire comme quoi il y en a qui ont signé malgré qu'ils soient partis de la coalition d'indépendance. Ne tenaient que si les structures respectives des différentes parties prenantes signataires du projet d'accord donnaient leur consentement pour poursuivre les négociations et le processus institutionnel rattaché à la mise en œuvre de l'accord qui en découlerait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous faites porter aux parlementaires la responsabilité d'une proposition de loi organique sur le report des provinciales en Kanaki Nouvelle-Calédonie pour permettre la mise en œuvre du projet d'accord Bougival. La question que je me pose et que je pose à l'hémicycle aussi, c'est qui pilote le processus de discussion institutionnelle de sortie de l'accord de Nouméa? Ah bah ça. Accord de décolonisation. Les parlementaires ou le gouvernement? Notre mission de parlementaire a été claire. Contrôle de l'action du gouvernement et pas l'inverse. Et en particulier sur le dossier calédonien, au vu de ce qui s'est passé l'an dernier dans cet hémicycle. Aujourd'hui, vous faites valoir la poursuite des discussions dans un cadre délimité par ce projet d'accord, pour lequel un des partenaires majeurs, le FLNKS, a clairement refusé. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup de questions aussi là-dessus. là-dessus. Des discussions institutionnelles, ah, par comme contre, convenu avec c'est votre fini. prédécesseur. En commission des lois lundi, l'ancien rapporteur du PJLC non, c'est fini, hein. a fait valoir que le véritable objectif, c'était de permettre le report du... Monsieur le député, c'est fini. Il Ouais. faudrait que vous concluiez. Vous avez déjà dépassé de 15 secondes. Oh, bon. Bon, il faut appliquer la loi, tenir les... 15 secondes. Oh bah ça va, je suis large. Urgence, les routes sont ouvertes. Merci, monsieur le député. Ouais, non, c'est bon, à un moment, faut conclure. Comptez poursuivre les discussions. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Naïma Moutiou, ministre en charge des... Oh, la réaction était trop authentique, quoi. Ouf 15 secondes, ouf. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Tjibaou. Ouais, le décalage horaire, ouais. Une chose Il a simple, bon c'est que dos. Nous avançons avec une méthode qui est la méthode historique de travail avec la Calédonie. Nous avançons dans le respect, Nouvelle. nous avançons dans l'écoute, dans le dialogue, bien évidemment. Parce que la Calédonie, on n'en a rien à foutre. Civil. Rien n'est décidé sans concertation, c'est important de le redire. Rien n'est décidé sans concertation, et vous connaissez d'ailleurs le processus. Il y a d'abord un consensus, et le Parlement, et ça c'est de l'histoire aussi du territoire calédonien, le Parlement est amené à trancher sur un certain nombre
de texte. C'est ce qui se passera tout à l'heure. Il y aura une proposition de loi de report et les députés seront amenés à voter pour ou à voter contre. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que ne pas engager ce débat, d'abord, serait une erreur. Ensuite, ne pas voter la proposition de loi. Et j'espère que j'aurai l'occasion de m'exprimer à l'occasion des débats s'ils y ont bien lieu, mais nous y reviendrons. Ne pas voter cette proposition de loi est susceptible d'ouvrir la porte à la crise en Nouvelle-Calédonie. On risque de fragiliser effectivement les relations, et pas seulement d'État à partis politiques, mais entre les élus eux-mêmes. Vous savez bien que la signature de l'accord de Bougival a ravivé un espoir auprès de la population calédonienne. C'est vrai que tout le monde n'est pas à la table des discussions aujourd'hui, même si une grande majorité des partenaires politiques, il faut le rappeler, il faut le redire, ont bien décidé de s'engager dans ce processus, mais disons les choses, effectivement, le FLNKS n'est pas à la table. Le gouvernement souhaite ramener le FLNKS. Je l'ai dit, ça a pu m'être reproché. En effet, elle l'a dit. J'ai dit que je ne souhaitais pas faire sans le FLNKS, pourvu que le FLNKS ne fasse pas sans les autres partis. Je continue de penser qu'un chemin est possible, mais ce chemin n'est possible que dans le consensus. Est-ce que Bougival doit être détaillé? Est-ce que Bougival doit être précisé? Je ne demande qu'à ce que nous ayons le débat. C'est une question de responsabilité qui se posera tout à l'heure pour qu'une fois encore, l'Assemblée nationale puisse trancher. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR. Oh, UDR, les députés d'Éric Ciotti. Merci, Madame la Présidente. Ah oui, on arrive sur la partie pénible. Ma question s'adresse au Les 8 ministre prochaines de minutes l'Intérieur, Monsieur Laurent seront Nunez. pénibles. Une semaine que la censure a été rejetée. Une semaine que le Parti socialiste a pris le pouvoir avec le soutien des députés LR. Une semaine que François Hollande est devenu vice-premier ministre. Oh là 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 là. Il est donc normal que le ministre de l'Intérieur parle comme le Parti socialiste des années Jospin. Le monde de oui-oui a pris le pouvoir, celui du laxisme, de la soumission et de l'angélisme. Vous avez donné ce matin une interview avec les mots de la gauche. Quoi? Vous avez déjà abdiqué, monsieur le ministre. Pour vous, l'immigration n'est ni un problème, ni un fléau. Je vous cite. Vous refusez de parler de submersion migratoire pour ne pas heurter la diversité. Pour vous, l'immigration massive est un mirage. Pour vous, il n'existe aucun lien entre immigration et délinquance. Vous avez essayé de ne pas donner les chiffres de clandestins pour ne pas heurter la société. Vous refusez même de parler d'assimilation pour ne pas fracturer. J'ai l'impression qu'il va exploser, je jubile. La gauche. Ma question est simple. Jamais autant d'étrangers ne sont rentrés en France l'an dernier, plus 434 000, 25 fois plus que dans les années 90. Jamais la France n'a accueilli autant d'étrangers, 8 millions, soit plus 77%. Oh, c'est dommage. 2000. Les visas explosent, 3 millions. Les titres de séjour augmentent, 4 millions. Ne sommes-nous pas face à une submersion migratoire quand il y a en France plus d'étrangers que d'habitants du Grand Paris? 70% des Français le croient. Les étrangers représentent 10% de la population française, mais ils sont responsables de 15% des violences sexuelles, 18% des homicides, et qu'est-ce que t'en sais 27% des vols violents et 38% des cambriolages. Lola et Philippine ont été violées et tuées par des clandestins sous OQTF. 70% des Français voient le lien direct entre immigration et délinquance. Et vous? Merci Cédouche pour le subgift à gouvernateur. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente. Allez, on Mesdames écoute et le messieurs ministre les de députés, l'Intérieur. monsieur le député. Voilà. Voilà un bien vilain procès que vous me faites. Un bien vilain procès. D'abord, toute notre politique de lutte contre l'immigration illégale, c'est une politique d'autorité, et d'abord d'autorité. Vous semblez l'oublier. Vous semblez oublier aussi que le défi migratoire auquel nous sommes confrontés, tous les pays d'Europe le vivent. Tous les pays d'Europe le vivent. Vous semblez l'ignorer et vous faites comme si seule la France était concernée. Tous les pays le vivent et nous apportons une réponse de fermeté. Et je serai le ministre de l'Intérieur de cette fermeté. Je reprendrai la politique qui a été menée par tous mes prédécesseurs. Une politique qui consiste à lutter contre les filières d'immigration illégale, à les démanteler. Une politique qui conduit à augmenter les reconduites forcées. Et nous sommes à plus 22% depuis le début de l'année. C'était Des chiffres, des chiffres, ouais. Sur le Et aucune humanité. Ouais, bonjour Cyber. Vous oubliez de dire que nous sommes le premier pays d'Europe à autant reconduire de manière coercitive des étrangers en situation irrégulière. Ah, fantastique. Fantastique. Oh là là là. L'extrême droite en pamoison. Nous concerne. Non,
non, monsieur le député, je ne serai pas laxiste. Je suis Bonjour, j'arrête de boire. Mais aussi un homme d'humanité. J'adore ton pseudo. Oui, il y a des mots que je refuse. Oui, il y a des mots que je refuse. Je refuse un certain nombre de mots. Oui, je préfère parler d'intégration que d'assimilation. Pardon, mais quand vous parlez d'assimilation, vous convoquez un débat qui est d'un autre temps. Moi, je suis un homme d'intégration. Les étrangers en situation régulière doivent pouvoir s'intégrer dans le cadre des lois des républiques. Ils doivent respecter les valeurs de la République, c'est ce qu'ils font. Et quand ils ne le font pas, nous avons un texte, la loi de janvier 2024, qui a été proposée par Gérald Darmanin et qui permet de leur retirer un titre et, le cas échéant, de les reconduire hors du territoire. Ouh. Je suis bien le ministre de l'Intérieur de la fermeté et je vous le démontrerai si tant est que vous ne le soyez pas depuis les 18 années que j'ai passé à m'occuper de la sécurité des Français. Bon, bah, c'était Merci blanc, bonnet, beaucoup, blanc, monsieur bonnet, le blanc, cette ministre. réponse. Accuser l'autre. La parole est à présent à monsieur Joris Beauvais pour le Rassemblement national. Allez, dans 4 minutes, la parenthèse Merci, chiante est Madame la terminée. Présidente. Ma question s'adresse au ministre C'était un chargé de sciotiste. l'Industrie. 191 salariés, 191 femmes et hommes de l'entreprise Amis, équipementier automobile implanté à Montluçon, qui risquent de perdre leur emploi, leur avenir. 191 vies, 191 familles suspendues. Et pour une seule raison, vos choix politiques. Cette fermeture n'est pas un cas isolé. Elle s'ajoute à une hécatombe silencieuse qui frappe les sous-traitants de l'automobile français de toute la France. Partout, Français les de toute usines la France. ferment, les savoir-faire disparaissent, les territoires s'appauvrissent. Depuis des années, vos gouvernements successifs sacrifient notre industrie automobile en imposant une transition écologique brutale, mal préparée et socialement injuste. En fermant Oula. les yeux sur Ah oui, les effectivement. délocalisations massives. Ah oui, nous on fait les QAG tous les mercredis Pourtant ici. essentiel Assemblée nationale à la et Sénat. industrielle et à la vitalité de nos régions. Le 30 septembre, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé contre toute attente la liquidation judiciaire d'Amis, malgré une offre sérieuse qui permettait de sauver 147 emplois sur 191. Dans moins de 24 heures, l'appel sera rendu, mais déjà, le ministère public demande la confirmation du jugement. Autrement dit, l'espoir disparaît. Monsieur le ministre, jusqu'où irons-nous? Combien d'emplois, combien de savoir-faire, combien de compétences faudra-t-il encore sacrifier? Faut-il attendre que tout soit détruit pour réagir? Même l'Allemagne que vous preniez pour modèle revient sur cette politique absurde. Et pourtant, vous persistez. Alors je vous le demande, monsieur le ministre, quand allez-vous agir? Quand allez-vous sauver nos fleurons industriels français? Quand allez-vous défendre enfin ceux qui travaillent et qui produisent en France, avant qu'il ne soit tout simplement trop tard? Je vous remercie. Merci Et vous, quand est-ce que vous beaucoup, cesserez monsieur le d'instrumentaliser député. ceux qui La parole est à travaillent, hein? monsieur Sébastien Martin, ministre de l'Industrie. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, monsieur le député, vous soulevez le cas de l'entreprise Amis. Je vais vous répondre très directement parce que vous l'avez souligné, le 30 septembre dernier, le tribunal de commerce de Lyon, et il ne m'appartient pas de juger cette décision, mais a rejeté une offre qui nous paraissait pourtant... Alors, je ne vais pas juger, mais voilà mon avis sur la d'un question. repreneur lyonnais, C'est toujours comme ça, de toute CMW, façon. qui reprenait 146 salariés sur 191. La société a fait appel, et je tiens à vous indiquer que les services du ministère ont produit auprès de la Cour d'appel de Lyon un document affirmant que nous considérons que le projet qui est proposé aujourd'hui par le repreneur est un projet sérieux. Sachez par ailleurs que depuis 4 ans, le ministère et ses services accompagnent cette société et je crois que vous le savez pour vous-même être également en contact. Le tribunal jugera demain, il sera souverain, mais sachez que nous avons défendu cette entreprise, y compris auprès du tribunal. Vous m'interrogez sur la question de la réindustrialisation. Je n'ai pas accepté ce poste pour ne pas me battre 2 fois plus dans une période 2 fois plus difficile. Et moi, ce que je veux dire aujourd'hui devant cette Assemblée, c'est qu'heureusement que la semaine dernière, une majorité de députés ont fait le choix de la responsabilité. Parce que dans les 3 mois qui viennent, il y aura des discussions fondamentales au niveau européen. Et si la France n'était pas présente autour de la table pour défendre notre industrie, pour défendre la préférence européenne et pour défendre enfin de vraies protections, eh bien, ce serait sur notre dos que tous les accords européens internationaux se feraient. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Sachez que c'est cette même politique que nous voulons censurer qui détruit notre pays, nos industries et qui met le pays dans cet état. Je vous remercie. La parole est à présent à monsieur Stéphane Mazard pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Madame la Présidente. Alors, les macronistes. Madame la maintenant. Ministre,
Vendredi dernier, vous avez décidé d'interdire jusqu'au 4 novembre toute sortie de bovins du territoire national pour lutter contre la dermatose nodulaire. Une décision brutale qui a plongé la filière dans l'incompréhension et qui est vécue dans nos territoires comme une véritable punition collective. Pourtant, la stratégie sanitaire mise en œuvre jusqu'ici avait permis de contenir la maladie. Et les quelques cas réapparus ces derniers jours dans le Jura ou encore les Pyrénées-Orientales semblent liés à des mouvements ponctuels et illicites, malheureusement passés sous les radars de l'administration. Cette maladie, rappelons-le, et c'est important, n'est pas transmissible à l'homme. Elle doit être combattue avec rigueur, Vas-y, réessaye maintenant. mais sans pénaliser tout un pays pour les fautes de quelques-uns. Les mesures prises sont d'une sévérité inédite. Dans ma circonscription du Nord-Aveyron, l'élevage de vaches allaitantes n'est pas une activité parmi d'autres, c'est le cœur battant de notre campagne. Sur le terrain, les mots sont durs. Pour certains, c'est un caprice de nos administrations. Pour d'autres, on n'a pas été écoutés. Cette incompréhension s'entend d'autant plus que nos éleveurs sont des experts du sanitaire, rompus depuis des décennies à la vigilance et à la traçabilité. Vendredi dernier, les services départementaux n'avaient pour seule information que votre communiqué de presse. Résultat, désorganisation totale, informations contradictoires. Et lundi soir, devant la préfecture de l'Aveyron, un mur dressé par des éleveurs en colère. Et à l'heure où il a l'air d'y avoir du background sur lui. À Rodez. Hier, vous rappeliez ici même qu'il fallait éviter un rappel à l'ordre de Bruxelles et une mise sous cloche de la France. Madame la ministre, nous l'entendons, mais à trop vouloir protéger l'image de la France à Bruxelles, on va finir par sacrifier ceux qui nous font vivre. Les conséquences sont déjà là, blocage des ventes et baisse des cours. Madame la ministre, je renouvelle l'interrogation de mon collègue Bonny du Cantal hier. Y aura-t-il des indemnisations rapides et ciblées? Quid de la politique vaccinale? Comment empêcher en parallèle l'entrée de bovins étrangers sur notre territoire? Bref, comment éviter qu'une décision sanitaire ne vire à la catastrophe économique et humaine pour des éleveurs déjà à bout de souffle? Monsieur le député, la parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Toujours là, Annie Genevard. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Mazard. Vos mots sont excessifs, Monsieur le député. La maladie dont nous parlons est une maladie qui est gravissime. Elle est du même ordre que la tuberculose bovine ou la fièvre afteuse. Elle est classée en A au niveau européen. Elle est l'objet de toutes les attentions. Sur le Nutri-Score. Il faut bien en prendre la mesure. Pourquoi ai-je pris ces décisions? D'abord, je voudrais dire à la représentation nationale qu'aujourd'hui est un beau jour parce que nous venons de lever la zone réglementée sur les Savoies après 3 mois d'efforts constants et je veux saluer les éleveurs et tous ceux qui ont lutté ardemment contre cette maladie. Je veux leur rendre hommage. Mais malheureusement, il y a quelques-uns parmi eux, sans qu'on sache exactement qui, car on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque éleveur et derrière chaque professionnel de l'agriculture. Mais dans ces gouvernements, elle bat un record de longévité. Stratégie payante, moins que le cornu, mais quand même. En voulant sortir des animaux de la zone réglementée au risque de contaminer d'autres zones. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, 3 foyers sont apparus dans des régions qui étaient jusqu'alors indemnes. Et ce point a suscité immédiatement un très haut niveau d'inquiétude, non seulement de ma part, et comment oser parler de caprice, monsieur le député, franchement, a suscité une très vive inquiétude chez nos partenaires européens. Parce que oui, mesdames et messieurs les députés, nous exportons. C'est une richesse collective pour notre pays. Mais pour conserver la confiance de nos partenaires européens, il faut que nous ayons une gestion de la maladie qui inspire confiance. C'est la raison pour laquelle, quand on m'a remonté ce danger d'une fermeture totale du marché français à l'export, vendredi, dès samedi, j'ai pris les mesures qui s'imposaient. Je veux remercier mon collègue ministre de l'Intérieur qui a diligenté durant le week-end 700 points de contrôle, car notre objectif commun, monsieur le député, est de vaincre, d'éradiquer cette maladie. C'est le chemin que nous devons collectivement adopter et je mesure les contraintes. J'ai entendu dire qu'il voulait une suspension des sanctions pour les LR. Ah oui, dis donc. Elle aussi, elle a le décalage horaire. Ah, et on termine. Je crois que c'est la dernière. Ouais, c'est ça, on termine par
La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Santé. Le rapport de Génération Future, dans mon eau, fait froid dans le dos. Par des milliers de communes, l'eau du robinet dépasse les seuils de qualité pour les pesticides, les nitrates, j'ai vu ça, le oui. chlorure de vinyle, les perchlorates ou les PFAS qui s'accumulent dans nos corps, contaminent nos sols, notre air, nos rivières. Des poisons venus de l'industrie chimique, des produits de consommation, des rejets industriels qui engendrent une épidémie de cancer. Pire encore, dans plus de la moitié des réseaux, aucune recherche de PFAS n'a été menée. Et le TFA, le plus présent dans l'environnement, n'est recherché nulle part. Là où des tests sont faits, une centaine dépassent déjà les limites fixées, sans aucune mesure, aucune alerte ne soit décidée. Depuis 3 ans, nous vous demandons d'activer la clause 129 du règlement européen REACH. Qu'attendez-vous pour protéger tout le monde et interdire, remplacer, détruire ces poisons pour les animaux humains et non humains? C'était donc la question de Gabriel. Merci beaucoup, monsieur le député. Je pense que la réponse va faire mal. Monsieur Mathieu Lefebvre, ministre en charge de l'écologie. Ah oui, les ministres de l'écologie maintenant. Mesdames Je suis et messieurs complètement les paumé, députés, moi. Monsieur le député Gabriel Amar. Et je pense que la réponse de Gabriel Amar va sérieux faire et mal. grave, monsieur le député. Je pense que nous gagnerions collectivement à l'aborder comme tel. Ah, sereinement, c'est Il a ça, fait l'objet hein. d'une proposition de loi que vous avez votée à l'unanimité à l'initiative de la représentation nationale. Je veux d'abord vous le dire, monsieur le député, l'État n'a rien à cacher. Et c'est sur la base du travail de transparence engagé par Agnès Pannier-Runacher que vous pouvez interroger le gouvernement. Elle est toujours là. Elle est plus ministre, mais elle rôde encore, Je ne Agnès. pas dire de contre-vérité, monsieur le député. Et je pense que nous gagnerions tous collectivement à avoir comme point de repère la science. Et que dit la science, monsieur le député? Vas-y. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a rendu un rapport aujourd'hui qui dit une chose très simple et qui dit que le bilan de la contamination de notre environnement par les PFAS nécessite des catégorisations rigoureuses et des substances à surveiller en priorité. Et les recommandations de ce rapport confirment la pertinence... Oui, il y a la petite jubilation de dire « toi, je vais te défoncer ». Ministériel du gouvernement et la nécessité, je vous rejoins, monsieur le député, de poursuivre sa mise en œuvre. Ça jubile en haut. Exposition collective assez polluant. Mais monsieur le député, ne laissez pas croire que l'État n'agirait pas ou que les situations de crise resteraient laissées au hasard ou sans réponse. Je vous le dis, monsieur le député, et vous le savez dans votre département, quand des actions de non-conformité sont détectées, les préfets, les autorités, les agences régionales de santé engagent des actions immédiatement, concrètement, pour protéger les populations, les alimenter évidemment en eau potable et décider, quand c'est nécessaire, des restrictions. Mais monsieur le député, je vous le dis très sereinement, c'est un sujet... je pense, sur lequel nous gagnerions à travailler collectivement. Est-ce qu'on peut s'améliorer en matière de L'eau chez moi a prévention? plusieurs Est-ce qu'on seuils peut qui sont s'améliorer dépassés aussi, en mais on matière peut de toujours la réparation? consommer. Oui, tout va bien. faisons-le Les seuils sont collectivement, en dépassés, bonne mais on peut intelligence toujours collective, consommer. Plutôt qu'à travers le registre de la polémique. Ah bah voilà, je l'avais dit. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Ça va faire mal. Monsieur le ministre, les premières interdictions sont marginales et votre décret d'application minore la portée du texte. Les rapports scientifiques sont sans appel, justement. Et pourtant, vos instructions aux ARS restent floues, vos seuils trop élevés. Le Haut Conseil de la santé publique recommande 0,02 microgrammes par litre pour les 4 PFAS les plus dangereux. Votre instruction du 19 février 2025 n'en tient pas compte. Et pour la dépollution, toujours rien, aucune filière française de destruction. Quand on filtre les PFAS pour potabiliser l'eau, on les rejette ensuite dans la nature. Ce cycle d'empoisonnement est absurde, irresponsable, criminel. Il est temps d'agir. Et si vous ne savez pas comment faire, ouvrez et lisez notre contre-budget. Je vous remercie. Petite pub pour le programme de la France Insoumise. Le gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Reprend à 15h. Et voilà, c'est la fin de cette session de questions au gouvernement du côté de l'Assemblée nationale. J'espère qu'elle vous aura plu. Beaucoup de questions sur le budget, sur l'industrie, sur les entreprises d'une manière générale, avec quelques questions autour de l'écologie, quelques questions sur les Outre-mer aussi, qui ont des sujets quand même assez brûlants. Mais voilà un petit peu côté Assemblée nationale. Nous allons donc nous transporter d'ici quelques minutes du côté du Sénat, le temps
le temps à Sébastien Lecornu et son gouvernement de prendre ses petites jambes et puis de passer de l'Assemblée nationale au Sénat. Et on se retrouve du coup YouTube d'ici bientôt à la prochaine VOD pour suivre les questions d'actualité. Côté Sénat, voilà où ça s'annonce sportif là aussi, puisque je rappelle que Sébastien Lecornu est en terrain ennemi au Sénat et ça pour un Premier ministre, faut le faire. À tout de suite.